Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans Parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Essaouira sur le 102.0, à Safi le 100.4. Est-on réellement sûr de la qualité de nos aliments? Face à des risques sanitaires de plus en plus dénoncés, comment agissent les pouvoirs publics? L'an dernier, une viande verdâtre avait fait le tour du net durant la période de Eid al-Adha. Qu'en est-il pendant les autres jours de l'année? Hormones de croissance, antibiotiques administrés au bétail, tout est bon pour pousser à davantage de consommation. Mais quid de l'impact de ces pratiques sur notre santé? Résidus médicamenteux dans la viande de bétail, tempête dans un verre d'eau ou réelle polémique? C'est donc l'intitulé de ce débat et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Karim Louali, vous êtes médecin nutritionniste, naturopathe, vous privilégiez le traitement par la médecine naturelle. Vous êtes également conférencier et enseignant. Karim Louali, bonjour. Bonjour. Également dans le tour de table, Mujib Belaïch, analyste des marchés pharmaceutiques. Vous êtes vice-président de la Société marocaine de pharmacovigilance. Merci d'être avec nous, Mujib Belaïch, et bonjour. Également dans le tour de table, Sadia Moutaouki, présidente du Conseil régional sud de l'Ordre des pharmaciens d'officine. Vous êtes aussi une ancienne pharmacienne faisant fonction d'interne à l'hôpital sud de Rennes. Sadia Moutaouki, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Également dans le tour de table, Ali El-Hrachi, docteur vétérinaire. Vous exercez dans le privé depuis 1995. Vous êtes également ex-vice-président du Conseil national de l'Ordre national des vétérinaires au Maroc. Ali El-Hrachi, bonjour. Bonjour. Également avec nous, Neji Al-Gibi, pharmacienne et consultante en santé, membre du bureau du syndicat des pharmaciens de Casablanca. Neji Al-Gibi, bonjour. Bonjour Mehdi, toi aussi. Également Wasfi Bou Azati, président du conseil régional nord-ouest de l'Ordre national marocain des vétérinaires. Vous exercez dans le privé, vous êtes aussi militant civil et politique, actif au sein de plusieurs organisations. Wasfi Bou Azati, bonjour et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et enfin, Abdelrahmi Aziz, chef de division de sécurité sanitaire des produits animaux et aliments pour animaux, aux sous-produits animaux à l'ONSA. Vous avez occupé plusieurs postes au sein de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, dont celui de chef de l'inspection vétérinaire de Taounat. Abdelrahmi Aziz, bonjour et merci également d'enrichir notre tour de table. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Radio Lux d'avoir organisé cette émission pour éclairer l'opinion publique sur un certain nombre un aspect que l'ONSA lui tient à cœur et surtout l'utilisation des médicaments et la sécurité sanitaire des produits animaux qui sont commercialisés au niveau national. Merci à vous en tout cas d'être venu et de nous éclairer sur ce sujet. Tout de suite, sans plus tarder, l'édito préparé par la rédaction et bien sûr on se retrouve juste après pour vos commentaires. Au Maroc, nous consommons environ 3,5 millions de têtes d'ovins et de caprins en cours d'année. Ce chiffre, bien évidemment, augmente en période de la fête du mouton à Eid al-Adha pour atteindre 5,5 millions de têtes. Une consommation plus ou moins importante qui commence à poser des questions sur la qualité de la viande que nous consommons. D'ailleurs, des polémiques ont éclaté récemment, aidées en cela par le raisonnement que permettent les réseaux sociaux. Ainsi, l'an dernier, à l'occasion de l'Aïd, nombreux ont été nos concitoyens qui se sont plaints de la couleur verdâtre de la viande de leur mouton. Des photos de viande à la couleur douteuse ont effectivement circulé sur le net, poussant les autorités publiques à réagir au même titre que les vétérinaires et les pharmaciens d'office. Entre mauvaises conditions d'abattage et injection de substances illégales au bétail, les thèses et les contre-thèses pullulent sans vraiment que le citoyen marocain ne puisse réellement démêler le vrai du faux. Mais s'il est certain que l'hygiène est l'affaire de tous, quid des antibiotiques et autres substances que l'on administre au bétail pour le rendre plus fourni, plus attrayant aux yeux des consommateurs? Que font les pouvoirs publics pour nous protéger de ces éleveurs véreux qui gavent leur bétail d'engraisseurs toxiques ou d'injections d'hormones de croissance? Oui, des enquêtes ont été ouvertes, nous dit-on, mais cela fait plus d'1 an. Quels sont les résultats de ces enquêtes? Des têtes sont-elles tombées? C'est le cas de le dire. Ou s'agit-il d'enquêtes dont on ne voit jamais vraiment le résultat, destiné à nous faire oublier ce qui s'apparente à un scandale sanitaire? Scandale car ces viandes traitées à l'hormone de
croissance se retrouvent dans nos assiettes et dans l'assiette de nos enfants, avec les risques que cela entraîne. Oui, bien sûr, on nous rétorquera que le phénomène est limité, car les plaintes reçues ne sont pas nombreuses. On parle officiellement de 600 à 700, guère plus. Mais peut-on badiner avec la vie et la santé des Marocains? Une vie est une vie et rien ne justifie que l'on tienne le raisonnement du nombre pour se voiler la face, car il s'agit là de l'efficacité de nos différentes instances sanitaires censées encadrer ce sujet. Alors quel rôle pour les pharmaciens d'officine, les vétérinaires, l'ONSA et les ministères de tutelle? Place au débat. Avec ou sans parure, le débat est ouvert. Néviel Ghibi, pharmacienne et consultante en santé, votre réaction à l'édito? Eh bien, je pense que cet édito a posé un certain nombre de questions qui résument la problématique de la salubrité des viandes et des aliments consommés au Maroc. C'est un problème qui a été posé non seulement en 2016, mais en 2017, mais en 2016, pas simplement au Maroc, mais en Algérie, en Tunisie. Il y a un certain nombre de questions et je suis très heureuse que nous ayons avec nous à la fois nos confrères vétérinaires et un confrère médecin nutritionniste et les responsables de l'ONSA, parce que il y a des questions et je ne manquerai pas de les poser. C'est les mêmes interrogations que j'ai eues face dans ma pharmacie vis-à-vis de drames vécus l'an passé par les gens qui avaient tout sacrifié pendant une année pour avoir ce mouton, et ça représentait en symbolique des sacrifices, une importance et que ça a été gâché, une frustration, ça a été très très mal vécu. Donc je suis très contente de pouvoir participer à ce débat. Je ne manquerai pas de resituer la place du pharmacien dans la lutte contre les résidus au niveau alimentaire et les résidus, le traitement des médicaments. Voilà. Sadia Moutaoukil, présidente du Conseil régional sud de l'Ordre des pharmaciens d'officine. Votre commentaire par rapport à l'Eid? Oui, donc le problème de l'Eid a constitué un scandale, c'est sûr. Mais c'est juste un événement qui reflète un problème sanitaire évident par rapport à ce que nous mangeons. Qui se pose durant toute l'année. Exactement. Ouais. Par rapport à ce que nous mangeons, ce que nous avons dans nos assiettes, que ce soit par rapport aux viandes ou autres. Par rapport à quelle place pour le pharmacien est là pour assurer la traçabilité, l'encadrement et le bon usage et l'usage rationnel du médicament vétérinaire et aussi médicament humain. Al-Lerni Aziz de l'ONSA, votre commentaire? Moi je trouve ce qui a été présenté, c'est correct, mais aussi il est incorrect, parce que nous ne mangeons pas n'importe quoi au Maroc. On mange des produits contrôlés. Nous avons une structure qui contrôle. Nous avons des services vétérinaires praticiens qui appliquent la réglementation, qui appliquent les prescriptions médicales et comme il le dit la loi 2180, comme ils sont autorisés à pratiquer sur le terrain, à détenir le médicament vétérinaire pour l'utilisation conformément à la réglementation et l'utiliser, ils sont parmi nous, ils vont en témoigner. Concernant l'ONSA, et je ne parle que du dernier rapport de l'Union européenne qui félicite l'ONSA et félicite les services de l'ONSA et encourage même les services de l'ONSA à aller dans l'avant, parce qu'ils ont jugé que les services de l'ONSA travaillent à juste valeur, ou bien d'une manière égale à celle que se font dans les pays européens, notamment ceux de l'Union européenne. Nous sommes un office qui se respecte vis-à-vis de nos clients, des services officiels étrangers. Nous appliquons la réglementation à la règle. Bien sûr, on ne peut pas dire que tout est correct, tout est parfait, mais il y a des divagations. Je vais vous laisser parler. Juste pour se situer, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a notre débat aujourd'hui, parce que j'étais informé à la dernière minute, l'ONSA n'a pas été informé à temps. On était informé 24 heures avant cette émission. Je ne sais même pas exactement, est-ce qu'on va parler du dossier Eid Adha, ou on va parler de l'utilisation. On va parler de la viande et des résidus médicamenteux, que ce soit pour cette période ou la période qui concerne Eid al-Adha ou les autres périodes. Très bien, pour cadrer un petit peu. C'est assez clair. D'ailleurs, la question a été bien posée au niveau de l'édito, c'est-à-dire que
cet événement qui s'est passé l'an dernier n'est qu'un prétexte pour voir aujourd'hui quelles sont les règles de prudence ou les règles prudentielles, si vous voulez, entre guillemets, que l'on met en pratique pour sécuriser l'alimentation des Marocains durant toute l'année, bien évidemment, et surtout pour prévenir les dépassements éventuellement qu'on peut je vous dis cela parce que n'a pas été avisé à temps. Merci Abdelrani Azi, Karim Louali, médecin nutritionniste. Votre commentaire par rapport à l'édito? Bonjour. Bon, je trouve que l'édito a fait le tour de la question. L'événement Eid, pour moi, n'est qu'un scandale ponctuel qui a élevé une réelle polémique de ce qu'on a dans notre assiette. De toute façon, moi, je pense que l'ANSA, avec ses normes, avec ses ingénieurs, ils font tout ce qu'il faut pour essayer de régler les choses. Mais moi, à mon avis, il y a un problème, pas de manque de contrôle, mais de manque d'effectifs de l'ANSA. Parce que l'ANSA ne peut pas être partout. Qui dit manque de contrôle, mais manque d'effectifs, dit manque de contrôle aussi. Donc ça va de soi. L'une va avec l'autre. Alors, c'est le sommet de l'iceberg. C'est le sommet de l'iceberg parce que... C'est le sommet de l'iceberg. Pourquoi? Parce que moi je trouve dans toute cette polémique, il y a vraiment une chose qui n'a pas été soulevée, il faut le dire. Qu'en est-il sur la santé des citoyens? C'est-à-dire qu'on est en train de parler de viande verdâtre, on est en train de parler d'utiliser des choses qui ne sont pas réglementées. Tout le monde se jette la barre de part et d'autre, mais où est le droit aux consommateurs? Ils doivent être au courant de des choses là. Bon, certes, l'ANSA a ses normes, les Européens, ils ont leurs normes, les naturopathes, ils ont d'autres normes. Nous, on est pour le bio, pour le sans traité, etc. et tout. Et les études, ont été très claires, on y reviendra, sur l'effet des antibiotiques sur les bovins quand on les consomme et les résistances, l'effet des corticostéroïdes, l'effet des anabolisants. Et moi, ce qui me fait peur, c'est pas ce que contrôle l'ANSA. Mais en fait, c'est ce circuit parallèle de marché noir qui échappe à tout contrôle. Et je le dis toujours à mes confrères de l'ANSA, pas que dans le domaine de l'alimentation, même dans l'agroalimentaire. C'est-à-dire qu'on a à côté les grandes surfaces qui sont contrôlées, c'est les normes, etc. Et puis on a derrière tout un grand marché de marché noir qui échappe à tout contrôle et dont la majorité de Marocains consomment sur les étables, dans les souks, dans les marchés. Et ben ça touche aussi le médicament aujourd'hui malheureusement. Et c'est là où il y a des choses à faire et une traçabilité et puis on en discutera. Il y a, je pense, tous les ingrédients sont réunis autour de cette table pour donner leur avis. Non mais je finis le tour de table si vous le permettez. Après vous instaurerez la règle que vous voulez, mais pour le moment c'est moi qui dirige le débat. Ali El-Harechi, docteur vétérinaire, votre commentaire par rapport à l'édito? Je pense que l'édito a posé plusieurs questions. Il a parlé de scandale ou de polémique. Je pense qu'il faut définir les définitions de chaque chose. Mais surtout, moi je suis là pour parler du rôle du vétérinaire privé depuis plus que 40 ans ou même plus, depuis la première installation des vétérinaires privés au Maroc, pour assurer et la santé de l'animal, le bien-être de l'animal et la sécurité et la salubrité de l'hygiène publique vétérinaire, c'est-à-dire l'hygiène publique ou la sécurité de l'aliment que tout citoyen consomme. Et il faut dire que depuis tout ce temps-là, on n'a pas eu réellement ou des statistiques qui reflètent qu'il y a des intoxications à cause de l'utilisation de produits vétérinaires, que ce soit délivré, que ce soit par le vétérinaire ou bien le pharmacien ou bien les circuits parallèles. Il y a eu des cas qu'on a vus qu'il faut traiter, qu'il faut analyser avec, vous avez parlé de prudence ou avec raison et rationalité, mais surtout ne pas tomber c'est-à-dire de ne pas agrandir les choses telles qu'ils ne sont pas. Donc moi je vais parler du rôle du vétérinaire privé et du rôle qu'il a apporté et pour ces points que j'ai cités et aussi pour en dehors de la consommation de l'aliment consommé, c'est-à-dire dans la lutte face aux maladies contagieuses. Et les maladies contagieuses qui sont des zoonoses entre l'homme parfois et l'animal. Et sachez que 60% des maladies qui sont chez l'homme sont des maladies qui proviennent parfois des animaux. Je parle de maladies contagieuses. Et depuis, il y a une loi de 1977 qui réglemente ces maladies contagieuses et le vétérinaire est mandaté pour faire de l'épidémiosurveillance face à ces maladies contagieuses, donc à protéger l'être humain ou le Marocain contre ces maladies contagieuses qui sont susceptibles d'être transmises par les animaux. Wasfi Bouazati, vétérinaire. Moi, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir associé à cette table ronde. Et je ne manquerai pas, moi aussi, de dire que la place du vétérinaire privé et du vétérinaire de façon générale, il est indiscutable et incontestable de par les efforts qui est fournis jour après jour
même 24h24, présents pour d'abord répondre à l'éleveur à tout moment où il a besoin de lui, et aussi contribue d'une façon effective et réelle dans son approche globale en matière d'utilisation de médicaments vétérinaires, pour que nos consommateurs marocains, et nous aussi en faisons partie, on est avant tout consommateurs avant d'être vétérinaires, et on a des enfants et on s'inquiète, nous aussi, de la denrée alimentaire qui nous est vendue ou qu'on a sur nos assiettes. Je tiens juste à rappeler et à cadrer la discussion dans son cadre général et global, et dire que l'exercice de la pharmacie vétérinaire est réglementé par un DAER, numéro 1-8340, portant promulgation de la loi 2180, relative à l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaire, qui définit clairement dans son article 2 les fonctions de médecine et chirurgie, et dans son article 7, alinéa B, l'acte de pharmacie vétérinaire. Aussi, la loi 1704, dans son article 158. Pour un peu rentrer dans la discussion, et pour rester objectif, je dis et je lance le débat sur la chose que le médicament vétérinaire et l'acte vétérinaire sont deux choses indissociables. Sur laquelle on reviendra tout à l'heure, si vous le permettez. Wasfi Bouazati, Abdelmajid Belech, pour clôturer le tour de table concernant l'édito. Premièrement, je dirais que on n'est pas là pour un procès de l'ONSA ou des vétérinaires, mais on est là pour un débat décomplexé, normal. Le problème, il est beaucoup plus important qu'un problème de l'ONSA. C'est un problème du circuit de médicaments utilisés dans la filière vétérinaire, qui est totalement, disons-le, chaotique, où il y a beaucoup de circuits informels, où il y a beaucoup de contrebande, où il y a des choses très graves et une menace pour la santé publique. Déjà, il y a plusieurs années, nous avons soulevé le problème des résistances bactériennes qui sont en train d'exploser chez l'humain, avec des chiffres. Il y a même un article qui a été publié dans l'European Journal sur la multiplication de ces résistances bactériennes. Et l'origine, bien sûr, en partie, c'est le mésusage et la surconsommation humaine, mais aussi, clairement, le rôle de l'élevage et de la filière vétérinaire dans ces... Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait verrouiller le circuit des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, à l'image de ce qui se fait dans la filière à usage humain. Il faut qu'on sache aujourd'hui qui a le droit d'importer ou de fabriquer. Nous savons que nous avons 28 laboratoires pharmaceutiques vétérinaires. Logiquement, seuls ces laboratoires-là ont le droit de fabriquer ou d'importer. Donc il faut que tout autre circuit soit considéré comme illégal. Deuxièmement, qui a le droit, alors ce laboratoire, à qui il doit vendre les produits? Est-ce que c'est les grossistes? Là aussi, il y a le rôle des vétérinaires. Les produits à usage vétérinaire étaient dans les pharmacies, ils ne le sont plus. Or, la pharmacie permet de sécuriser et d'augmenter cette traçabilité des médicaments. Donc moi, je pose un problème très général où les responsabilités sont partagées, largement partagées. C'est pas un problème de vétérinaire ou de l'ANSA. C'est beaucoup plus important. Abdelhani Aziz de l'ANSA, l'an dernier donc, et on part de l'an dernier pour par la suite extrapoler sur ce qui se passe durant toute l'année, bien évidemment, je le répète encore une fois. Abdelhani Aziz de l'ANSA, l'an dernier donc cette polémique de la viande verte a éclaté, dans le viseur, ou du moins sont concernés, on va dire, les pharmaciens, les vétérinaires, les éleveurs et les autorités publiques, je pense notamment à votre organisme. On nous a dit à cette époque qu'une enquête est en cours. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs et avec le tour de table les résultats de cette enquête?
D'accord, merci de votre question et permettez-moi d'abord de revenir sur ce qu'a dit le monsieur concernant l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, comme il est connu actuellement par l'OMS, la FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale, personne n'est pointé, aucune des professions n'est pointée du doigt de l'antibiorésistance. Ni le médecin de l'hôpital, ni le pharmacien, ni le vétérinaire. L'antibiorésistance est un phénomène mondial actuellement auquel on parle et actuellement personne des trois professions. On verra si vous le permettez durant le débat. Maintenant, juste de partager parce que finalement c'est un débat de spécialistes qu'il va falloir vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre. Donc l'idée, déjà, c'est une question d'ordre général, de comprendre que l'an dernier il y a eu une polémique. On nous a dit, nous, en tant que citoyens, observateurs externes, qu'il y avait une enquête. Est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs? Je vais vous partager avec vous, mais laissez-moi, s'il vous plaît, répondre à certains points qui ont été discutés. On va revenir dessus. Non, laissez-moi d'abord, parce que je peux pas avancer sur il y a un fil conducteur, vous comprenez. Oui, mais le fil conducteur, je sais, mais quand même, je dois répondre à des questions. On m'a parlé de l'informel, il y a un contrôle de l'informel. Vous allez parler de tout. Non, excusez-moi, je peux pas, parce que vous allez parler de tout, Abdelghani Aziz. Vous allez parler de l'informel, vous allez parler des antibiotiques, et on pourra plus suivre un débat cohérent. Vous comprenez le problème où est-ce qu'il se pose? Là, je comprends, mais tout simplement, si on attaque un certain nombre de points, juste d'une manière succincte, je vais quand même essayer de répondre. Il y a un contrôle de l'informel. L'informel, c'est un problème général de l'ensemble. L'ensemble est concerné par l'informel. Certes, il constitue un risque, mais tout le monde est concerné. Lorsque l'ONSA contrôle l'informel, il fait les saisies, il fait les restrictions et il intervient conformément à la réglementation en vigueur. Concernant l'affaire de l'Aïd de l'année dernière, effectivement, comme elle a été communiquée par l'ONSA, un certain nombre de réclamations de consommateurs ont été reçues par l'ONSA. Nous avons reçu à peu près 1400 réclamations. Sur les 1400 réclamations, il y avait plus de 600 cas de verdissement, de putréfaction de viande. D'abord, j'explique le phénomène. Lorsqu'on parle de verdissement, ça veut dire putréfaction de la carcasse suite à un phénomène physico-chimique et à une action de bactéries qui attaquent, qui font un certain nombre de modifications sur la viande qui la rendent verte. Cette modification physico-chimique et la nature verdâtre des viandes, c'est clair, c'est le débordement de la carcasse par des bactéries de type Pseudomonas. Ce sont des bactéries très connues et qui se trouvent dans le tube digestif de l'animal et qui, après abattage de l'animal, il y a une bactérie métabattage. Parce que après abattage de l'animal, il y a un affaiblissement, il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de réaction du corps et donc il y a une bactérie métabattage. Cette bactérie métabattage se trouve accentuée chaque fois qu'il y a un retard de divisération de l'animal. Et donc, il y a un passage massif des bactéries du tube digestif vers la carcasse. Ça, ce n'est pas ça exactement la vraie cause du verdissement. Mais tout simplement, il faut dire, l'étude qui a été menée par une structure indépendante qui est l'Institut agronomique vétérinaire Hassan II a conclu de deux choses. Que pour le cas de verdissement des carcasses, il y a deux choses importantes. Il y a des facteurs déterminants, les facteurs déterminants qui sont d'abord la contamination de la carcasse par des bactéries dont le Pseudomonas et la température. Un deuxième facteur qui est des facteurs favorisants qui est le stress de l'animal, l'utilisation de substances et médicaments qui ne sont pas autorisés, le retard de l'éviscération de l'animal, les mauvaises conditions d'hygiène de préparation, donc un certain nombre de facteurs qu'on a nommés, ce sont des facteurs favorisants. Et qu'on a découvert l'an dernier, qui n'existait pas auparavant. Non, l'année dernière, l'année dernière, il ne faut pas aussi oublier que l'année dernière, ça coïncide aussi avec le développement des réseaux et de la toile. L'année dernière, il y avait... on a découvert les réseaux sociaux l'année dernière au Maroc. Non, c'est pas l'année dernière, il y avait la démultiplication de plusieurs cas, il y avait la diffusion d'un certain nombre je disais que les gens qui ont réclamé, c'était plus de 614 déclarants. Pour nous, c'est un phénomène. L'étude, elle a montré ses raisons, elle a dit que nous avons pris 80 têtes de moutons. Une expérimentation, les animaux ont été scindés en 3 lots. Un premier lot a reçu des substances et médicaments qui ont été avancés par un certain nombre de consommateurs dans un syndicat de pharmaciens. Nous avons essayé de tester ces produits. Nous avons
utiliser aussi des animaux qui ont été nourris par de la viande de la volaille, parce que c'est la viande, il a été accusé, il a été avancé, et des animaux qui consommaient de l'aliment conventionnel. 20% des animaux qui consommaient des substances et médicaments interdites ont connu l'averdissement de leur carcasse. 70% des animaux qui ont été nourris à base de viande de volaille ont connu l'averdissement de la carcasse. Donc c'est ça le résultat de l'étude. Donc il y a des facteurs déterminants et des facteurs favorisants. Très bien. Karim Wali, médecin nutritionniste, vous voulez réagir? Alors moi je veux toujours revenir à cette notion. Je sais que l'ONSA, depuis sa création, a fait des efforts énormes, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau des contrôles. Mais je le dis encore, dire en pleine radio que nous contrôlons tout ce qui est informel, c'est pas possible. J'ai pas dit ça. J'ai dit que l'ONSA, lorsqu'il contrôle l'informel, elle fait des saisies et des destructions, parce qu'il y a des préalables de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Très bien. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Finir, parce qu'il ne vous a pas interrompu. Alors dire qu'on contrôle le système informel, ça, j'ai même pas besoin de justifier. Il y a un chiffre qui circule, excusez-moi, Karim Wali, au niveau de la presse, c'est que tout simplement 70% par exemple des volailles qui sont abattues ne seraient pas contrôlées. Et comment le citoyen doit prendre cela? C'est-à-dire que finalement, bien sûr, il y a de l'informel dedans, mais il n'y a peut-être pas forcément que de l'informel, parce que 70%, ça reste quand même un pourcentage assez important. Alors moi c'est ces deux choses qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'on contrôle l'informel, c'est pas vrai, c'est pas possible, on le contrôle pas. Et puis moi j'ai une petite question à poser au monsieur qui est à côté de l'ANSA. Est-ce que l'ANSA, elle fait un travail monumental, ça on le sait tous, mais est-ce qu'elle a les moyens et humains et matériels pour suivre l'ensemble des unités d'élevage? Je ne pense pas que c'est possible. C'est-à-dire, c'est ça ma question. S'il vous plaît, parce que si ça ne va pas être répondre à chaque fois qu'on va intervenir, être interrompu, je pense qu'il faut qu'on pose les vrais problèmes. Les conditions climatiques n'ont pas changé depuis des siècles. Les conditions d'abattage n'ont pas changé depuis des siècles. Qu'est-ce qui a changé en réalité qui a conduit à cette putréfaction? Vous avez évoqué les médicaments, et il faut qu'on sache lesquels et à quel taux et par quel biais ils ont été diffusés. Vous avez évoqué les fientes, et je suis 100% d'accord, et on reviendra après à élargir le débat sur les résidus qu'on trouve dans l'environnement, sur les résidus des déjections des animaux qui sont recyclés au niveau des foins, etc., et qui vont dans ce circuit. Mais venir aujourd'hui dans cette émission dire que tout est parfait au Maroc, non, on ne peut pas accepter, parce qu'on doit poser le vrai problème, un problème où en est la sécurité sanitaire. Ça ne jette pas, ça n'enlève rien au travail de l'ONSA et au travail des autorités. Néanmoins, pourquoi en Europe ce problème est en permanence posé? Les gens sont interrogés, les contrôles sont permanents, on arrive à déterminer des listes à exclure, on est arrivé à contrôler, à essayer et même eux ne contrôlent pas tout. Au niveau des périodes de sevrage, en ciblant, on sait actuellement, mais il faut qu'on réponde aux gens pour cette histoire de l'Aïd. Demain c'est l'Aïd. Qu'est-ce qu'on a fait pour protéger? Est-ce qu'on va garantir à la population que ce problème ne sera pas posé au prochain abattage? Et après, je voudrais revenir à un problème plus général, à savoir de la contamination de l'environnement, de ce qui se passe au niveau de la contamination des eaux, des stations d'épuration, au niveau du sol, au niveau de l'herbe, et après, ce qui va dans les égouts, et ça, on posera ce vrai problème. Najat Gibi, quelles sont ces substances aujourd'hui qui posent problème? Je leur pose la question, parce que ces substances, il y en a. Il y a des substances. Pour la putréfaction, c'est à l'ONSA d'apporter la réponse. L'an dernier, on nous a dit l'abattage, après les fientes. Moi, je voudrais savoir, et en plus, on dit 600 personnes. Dans ma petite pharmacie de quartier urbain, j'ai eu au moins 4 familles, et je peux vous assurer qu'elles n'ont pas déclaré. Et ce problème a été posé, je le dis encore, depuis 2016, et s'est accentué en 2017. Il s'est posé en Algérie, en Tunisie, qui a repris je ne les mets pas en cause, mais je crois que quand on veut attaquer un problème, il faut accepter de s'interroger. Je pose la question, combien il y a d'abattoirs qui sont aux normes au Maroc? Les volailles marocaines ont été refusées. Vous voulez vraiment pas comprendre? Alors moi je vais vous expliquer. Abner Niazi, on parle
de l'Aïd, mais on extrapole sur le reste de l'année. Parce que les questions qui se posent, je le dis, contiennent des antibiotiques, contiennent des produits qui ont été utilisés pour l'élevage industriel intensif. Moi, je ne jette pas la pierre aux éleveurs, comme ça a été fait dans l'édito, parce qu'il y a des éleveurs qui font tous leurs efforts, qui engraissent ces animaux, et qui viennent. Est-ce que vous avez analysé à quel moment du circuit de ce mouton de l'Aïd, le problème s'est posé? À quel moment ces substances ont été utilisées? On a besoin de réponses claires pour avoir des solutions claires. Très bien, Sadia Moussaoui, le président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. Je rejoins exactement les réflexions de Madame Arghibi. En plus de l'engraissement via les fientes et que vous nous aviez cité lors de la réunion qui a eu lieu au ministère de l'Agriculture où j'étais présente. Donc le principal responsable, c'est l'alimentation en fait. Moi, je rajouterais qu'il y a l'engraissement qui se fait dans les décharges. Il y a dans les champs qui sont irrigués par les eaux usées. Mes amis vétérinaires, ils sont mieux placés pour expliquer le phénomène de la coloration verte par l'oxydation du fer de la myoglobine due à cette prolifération bactérienne, due à l'exposition à l'air. Rien que chez le boucher, quand la viande reste trop exposée, on voit cette coloration qui commence à apparaître, coloration verte, bleu verdâtre aussi, avec la coloration rouge du fer ferreux, et puis le fer ferrique qui devient donc bleu. Donc, lors de la réunion, je voudrais aussi ajouter une précision. La loi 1704, elle parle du médicament humain, à usage humain et à usage vétérinaire. Donc, c'est juste parce que mon confrère a cité l'article 7 à condition. L'article 158. L'article 7 de la loi relative aux vétérinaires. Mais sans condition d'avoir d'officine ouverte. Et le 158, il nous enlève cette possibilité. Donc, on ne peut pas recevoir les prescriptions puisque le vétérinaire, il peut vendre. Donc, si on va vers la traçabilité, chacun fait sa fonction, il faut revoir aussi la loi. Ça, c'est une parenthèse. Alors, excusez-moi, Sadia Moussaoui, on peut pas aborder tous les problèmes. Je vous l'accorde. Je reviens juste à la réunion. Vous avez posé la question des médicaments incriminés. On nous a parlé de l'anabolisant. S'il vous plaît. Je voudrais qu'on reste vraiment sur ça, qu'on essaie de comprendre on nous a parlé des anabolisants. Qui a le droit de les acheter, qui a le droit de les utiliser et quel contrôle est fait de ces médicaments. Qui a le droit de les acheter entre la loi du Code du médicament et la loi des vétérinaires, il y a des problèmes déjà. Alors, les médicaments incriminés, on nous a dit lors de la réunion, et le représentant de l'ONSA, on était ensemble, donc on nous a dit les stéroïdes, les anabolisants, les anti-inflammatoires stéroïdiens et un contraceptif oral, je ne sais pas si je dois citer son nom, le Minidril, c'était dans le rapport. Pourquoi essentiellement le Minidril? Écoutez, oui, le communiqué. Le communiqué, je vais vous en parler. Justement, il y a eu un communiqué. C'était un communiqué du syndicat des pharmaciens. S'il vous plaît. Je termine. Quelle est l'étude qui a montré, quelle est l'étude quand même scientifique qui a montré que le Minidril est incriminé. Moi, je vais vous répondre par des chiffres. Les chiffres de vente officiels du Minidril lors de l'année 2017 par rapport aux autres années, il a baissé. Non seulement il a baissé, mais la courbe entre les ventes mensuelles, elle est plate. Elle est vraiment plate. Et mes confrères vétérinaires peuvent le confirmer. Quelle dose il faut pour l'éthinylestradiol pour qu'elle soit utilisée? Je vais vous répondre. Le dosage du Minidril, il faut au moins 10 boîtes de Minidril par jour. Moi, j'appartiens à une famille d'éleveurs qui font l'élevage justement de moutons. À part, je suis pharmacienne. Quelle dose il faut? Donc 40 dirhams par jour. 40 dirhams par jour avant l'Aïd pour l'engraissement. Est-ce que ça reste rentable pour l'éleveur? Vous pouvez me corriger, messieurs les vétérinaires, chers confrères. Quand même, donc il ne faut pas annoncer des... C'est pas parce qu'il y a un pharmacien qui a fait une sortie... C'est pas parce qu'un pharmacien qui a sorti une ânerie sur un journal que ça doit être pris en considération par un organisme qui se respecte, qui est l'ONSA. Donc les stéroïdes, vous savez tous, et on le sait tous, je reviens encore à l'endroit où j'exerce, je suis à Stade. Les souks hebdomadaires, les marchés, vous avez Souk L'Hid, vous avez Jemaat Gizer, Jemaat Foucault, les vétérinaires, souvent, les médicaments vétérinaires qui viennent de l'Algérie,
Ils sont quand même sur les étalages au vu au su de tout le monde qui contrôle ça. D'ailleurs, j'ai dénoncé ça lors du débat. J'en ai informé Monsieur le ministre. Et suite à ça, il y a eu une descente à Bni Mellal. Il y a eu une saisie de grosses quantités. Non. La descente, c'était suite à l'alerte donnée par un pharmacien. Suite à l'alerte donnée par un pharmacien sur place, une pharmacie sur place, et l'ONSA s'est déplacé pour les autorités locales. Donc, ça c'est la réalité du marché. Ça c'est la réalité. Je suis désolée. Donc, est-ce qu'on cherche à trouver le problème réel et à discuter des solutions en tant que responsables? Nous sommes ici des gens responsables, nous sommes quand même des acteurs de santé. On va aussi essayer de parler dans le calme et la sérénité. Oui, dans le respect de chacun et de la profession de chacun. Est-ce qu'on a le souci de résoudre ce problème ou bien de chercher un bouc émissaire? Pourquoi ce communiqué? En sortant du ministère, on a un communiqué qui dit quand même que c'est le mini-drill. Oui, il y a eu un communiqué maladroit de notre conseil. Moi, je le dis, je l'assume. De notre conseil national, je suis au conseil national, j'étais à la réunion, j'ai pas été consultée parce que quand il a omis les détails. Très dangereux ce que vous avancez, madame. Oui, j'assume. Pour une institution finale, je vous assure que j'assume. J'assume. Pourquoi? Parce que c'est un communiqué qui n'a pas été validé par le bureau et ni par les membres présents. Il n'y a pas eu les détails. Il n'y a pas eu les détails dessus de la réunion. D'ailleurs, il ne dit pas que c'est les pharmaciens. Non, le communiqué ne dit pas que c'est les pharmaciens. Juste on se calme. C'est pas les pharmaciens dans le communiqué. Non, le communiqué ne dit pas que ce sont les pharmaciens qui sont responsables. Il demande aux confrères d'être vigilants parce qu'on leur a dit, parce qu'on nous a dit lors de la réunion, le mini-drill est incriminé. Mais quand il a omis les détails de la réunion, c'est vrai que ça a porté à confusion. Et c'est d'où l'intérêt du communiqué du Conseil régional Sud qui a été présent. Et on a apporté des corrections. Quand même, le débat n'avait rien à voir avec ça. Et je jette ni l'opprobre ni sur le vétérinaire ni sur autre, mais je dis que l'étude, elle n'est pas fondée. Votre point est clair. Osfi Boisetti, vétérinaire, vous voulez réagir? Et surtout, je voudrais que vous expliquiez aussi à nos auditeurs. Excusez-moi, je peux poser une question? Oui. Voilà, merci. Je disais juste, je vais vous laisser répondre à Sadia Moutaoukil, mais en même temps, s'il vous plaît, expliquez-nous juste ces produits. Quels sont ces produits? Comment est-ce que ces produits se retrouvent sur le marché marocain? Et surtout, quel contrôle est fait par les instances publiques? Merci. Le contrôle, il y a longtemps. Chacun a ses prérogatives. D'accord? Chaque institution a ses prérogatives qui sont bien définies par la loi. Ça m'étonne d'entendre d'une membre d'un conseil national de l'ordre national des pharmaciens une phrase qui dit qu'en quoi il n'est pas d'accord sur le communiqué de presse que Monsieur le Président a signé et qui est devant nous. Voyez, c'est un problème, le problème majeur. Pour revenir, je veux pas tomber dans le populisme, d'accord, et dans l'exploitation de nos chers concitoyens et concitoyennes. Il y a un problème. Il faut trouver des solutions. Des solutions, on ne peut pas les trouver chaque collège à part. Il faut des commissions mixtes qui s'assoient sagement et que le langage scientifique règne. Tout à fait. Pour avoir de vraies réponses aux consommateurs. Le consommateur, il n'attend pas à ce que le pharmacien dise je ne suis pas responsable, c'est le vétérinaire ou le vétérinaire riposte. On n'a pas dit le vétérinaire. On a dit le vétérinaire. Excusez-moi, laissez-le finir, s'il vous plaît. Alors, dans le communiqué que j'ai devant moi, il parle de l'utilisation des anabolisants et des médicaments humains. Il n'a parlé aucunement de l'utilisation des médicaments vétérinaires. Alors, je reviens à la vraie question. Qui y a le droit de détenir et de prescrire le médicament? Tout simplement. Le médicament, seul le vétérinaire, de par la loi. Et il n'y a pas de contradiction dans les lois comme Madame a cité. L'article 158 de la loi 1704 est clair et renvoie directement à la loi 2180. La définition du médicament. Et renvoie directement à la monopole. Il n'y a pas de monopole. Le monopole, c'est... Bon, je ne veux pas tomber dans le populisme. Écoute, alors, pour dire les choses, puisque la responsabilité est partagée entre les deux corps de métier, on a une responsabilité partagée. Le vétérinaire, il ne détient pas officine ouverte, de par la loi. Il est prescripteur, il donne les ordonnances. Et dispensateur. Et
et des responsabilités. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Dans le cadre de son activité. Excusez-moi, madame. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Vous me laissez répondre. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. S'il vous plaît. Si vous m'arrêtez, écoutez, moi je laisse le finir. Non, je ne suis pas venu ici pour m'engueuler avec mes camarades et avec mes collègues vétérinaires, avec mes collègues pharmaciens. C'est pas du tout Écoutez, l'objectif. non, mais excusez-moi, je vous ai laissé parler, j'ai pris la parole, il faudrait bien me laisser. Après, écrivez ce que vous avez à dire et vous pourrez riposter par la suite, il n'y a pas de problème. On est là pour discuter et pour éclairer l'opinion publique, non pas pour se chamailler, d'accord? Donc, je dis les choses bien comme ils sont. Donc, la détention du médicament vétérinaire, donc la délivrance et la prescription, il est du ressort du vétérinaire. D'accord. Donc le pharmacien, il n'a pas le droit de délivrer le médicament vétérinaire que sur ordonnance du vétérinaire. Allez-y voir sur le terrain. Pourquoi elle n'arrive pas? Non, s'il vous plaît, laissez-le finir. Ça, c'est un problème. Je pose la question. On est venu ici, madame la syndicaliste. Oui, j'ai des questions à poser. Oui, bien sûr, vous avez des questions. Mais nous aussi, on a beaucoup de questions à poser. Si on commence à se poser des questions, on ne va pas s'en sortir. Il faudrait bien qu'on cherche les solutions. Au niveau de notre code métier, on juge que deux choses. Le médicament vétérinaire et l'acte vétérinaire sont deux choses qui sont indissociables. Ils sont indissociables pour des raisons économiques, parce que on a des vétérinaires qui couvrent tout le territoire national. On a des vétérinaires qui font de l'ambulatoire et de l'urgence à 80% de leur acte quotidien. En contrepartie, on a l'automédication, d'où ils s'approvisionnent les éleveurs pour faire de l'automédication qui est un effet réel sur le terrain. Le médicament vétérinaire qui n'est pas hors AMM, qui a de l'AMM et qui est dans les souks, d'où vient ce médicament? Je ne pense pas que les vétérinaires est en train de se tuer et de se tirer une balle pour se tuer et de vendre le médicament à autrui pour le vendre dans les souks. Ça, j'aime parce qu'on a une couverture nationale. Alors, une autre chose. L'objectif, c'est un objectif économique et sanitaire. L'objectif économique, c'est de prendre soin des charges de l'éleveur pour que le consommateur puisse en bénéficier en dernier lieu d'un produit qui est moins cher. Donc, d'où l'intervention du vétérinaire sur le terrain. La majorité des produits vétérinaires sont injectables et qui devront être injectés par le vétérinaire lui-même ou sous sa responsabilité. Comment voulez-vous qu'un vétérinaire délivre une ordonnance pour partir chez le pharmacien, acheter le produit, revenir chez le vétérinaire? Le vétérinaire doit faire le déplacement, facturer que le déplacement. Maintenant, on est en train, le vétérinaire, il fait beaucoup plus un consensus entre lui et le... Comment ça se passe ailleurs? Pour qu'il n'y ait pas justement partout au monde. Il n'y a aucun pays partout au monde. S'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas cette friction entre les pharmaciens et les vétérinaires, parce que l'un empiète manifestement sur le domaine de l'autre, en tout cas c'est vu comme ça par les professionnels. Concrètement, comment ça se passe dans d'autres pays? Pour qu'on sache un petit peu s'il y a un benchmark à faire ou un modèle à suivre. Partout au monde. Partout. Il n'y a aucun pays au monde où seul le pharmacien a d'officine ouverte délivre le médicament. Et ils sont soit à part égale, soit que le vétérinaire a pleinement droit. Et à l'Allemagne, il a ôté le droit aux pharmaciens et il a laissé ça aux vétérinaires. Exclusivement. Pour ce problème d'antibiorésistance. Qu'en est-il de l'Italie? Non, laissez-moi continuer s'il vous plaît. Juste une dernière chose. Je veux avoir aussi l'avis de votre confrère. Une chose, juste une dernière chose. C'est concernant les raisons sanitaires. Et là, on revient au problème de résidus qui est le sujet clé dans notre discussion. Juste qu'on sache un petit peu s'il partage d'abord votre point de vue, Ali El-Harachi, docteur vétérinaire, sur ces deux corps de métier aujourd'hui qui sont en train quelque part de ne pas s'entendre, disons les choses clairement. Concrètement, pour vous, quelle est la meilleure approche? L'approche qui garantira à nos concitoyens une viande de qualité et une traçabilité de la qualité du produit. Ali El-Harachi, qui doit prendre en charge cette prescription et cette implémentation de médicaments? Est-ce que ce sont les pharmaciens ou est-ce que c'est le vétérinaire exclusivement? Ali El-Harachi. Pour répondre à cette question, je pense que Dr Wasfi a été très clair sur Pour répondre à cette question, je pense que Dr Wasfi a été très clair sur les lois.
pour revenir et pour résumer, il y a deux lois. Bon, il y a la loi qui concerne les vétérinaires, c'est la loi 2180, et la loi 1704 qui concerne les pharmaciens. Et comme il y a le médicament vétérinaire, donc qui existe aussi comme médicament chez les pharmaciens, c'est normal qu'ils en parlent et qu'il y a des articles qui le concernent. Pour ce qui est de la loi 2180, elle est très claire. Dans son article 7, son alinéa 2 ou B, il dit que le vétérinaire, parce que c'est son rôle d'exercer la médecine, la chirurgie vétérinaire et la pharmacie, parce que le médicament est un outil de travail pour le vétérinaire. Je vais expliquer pourquoi. Si demain ou aujourd'hui, quelqu'un m'appelle pour une urgence et je pars à la campagne, un village, puisque madame a parlé d'élevage, à 35 km, et je trouve une urgence. Est-ce que vous trouvez que dans ce village, je dois à ce moment-là prescrire une ordonnance et que cet éleveur, je suis dans une urgence, doit revenir au village qui est à côté pour acheter un médicament, le temps qu'il me ramène ce médicament et que je l'injecte à l'animal, je ne parle pas des doses et que je vais laisser chez lui. Donc vous partez du principe, pour bien vous suivre, parce que c'est un peu compliqué. Allez, vous partez du principe que c'est au médecin vétérinaire de vendre et d'administrer le médicament. Le médecin vétérinaire ne vend pas le médicament, c'est différent. J'ai dit que le médicament vétérinaire est un outil de travail pour le vétérinaire. Oui, mais il ne le donne pas à titre gracieux non plus. Vous comprenez, quand il l'administre, il le vend. Et puis. Il ne le vend pas. Il le facture parce qu'il l'a acheté, c'est normal. Parce que le médicament vétérinaire, même dans la loi, il peut le céder. Il le cède à titre gracieux ou onéreux. C'est-à-dire, il peut le donner au titre auquel il l'a acheté. D'accord. Donc ça, c'est dans la loi. C'est une loi marocaine, le DAE, pourtant loi 2180. Sans faire de bénéfice. Sur le médicament, il peut le faire parce que la loi, il est claire, il le dit. Donc ça revient à ce que j'ai dit. Oui. Je parle du médicament. Il va facturer sa consultation, mais sur le médicament, il peut ne pas en faire un bénéfice. Comme il peut le faire. C'est à son choix. Je termine, s'il vous plaît. Donc, pour les pharmaciens, il y a la loi 1704 qui est très claire. Il y a 3 articles qui concernent le médicament vétérinaire. D'abord, dans la définition des médicaments, où il y a le médicament vétérinaire. Il y a l'article, je pense, 36, qui parle que le pharmacien doit donner ou céder ou vendre le médicament vétérinaire sur prescription d'une ordonnance. Donc il n'y a aucune contradiction. Je peux pour certains produits prescrire une ordonnance que l'éleveur ou même pas l'éleveur pas acheter le médicament, ou pour quelqu'un qui fait de la caniphéline, pas acheter un médicament, mais parfois, c'est-à-dire AMM qui existe chez le pharmacien. Et l'article 158, il n'exclut pas le médicament vétérinaire de chez le pharmacien. Il part que cet article, il ne déroge pas à la loi 2180. Donc il n'y a pas de confusion entre les lois, madame. Ça c'est donc il n'y a aucune confusion. Donc le vétérinaire, le médicament est un outil. Sans cet outil, le vétérinaire qui consulte, et c'est très important parce que 80% des consultations ne se font pas dans les cliniques vétérinaires ou dans le cabinet, parce que la personne qui va, maintenant on va parler du rendement, l'éleveur ne va pas prendre sa vache, se déplacer dans le village à côté, il peut le faire des fois, mais dans 80% des cas, c'est le vétérinaire qui se déplace chez lui, et à ce moment-là, il a besoin d'avoir un outil de travail. C'est comme s'il allait faire une césarienne, il doit avoir son bistouri et son fil. Donc, pour revenir aussi, parce que vous avez parlé de cette dualité, il n'y a aucune dualité, il faut que les gens s'assoient. Parce qu'aujourd'hui, il y a une gouvernance mondiale de la santé de l'homme. C'est ce qu'on appelle une santé, un monde, une santé qui a été adoptée par les 3 organismes de la santé humaine, l'OMS, l'OIE et le FAO. Donc ils se sont mis d'accord et ils ont mis un principe commun de travailler ensemble pour la santé, parce que tout à l'heure j'ai parlé de 60% des maladies contagieuses chez l'homme, ils viennent de l'animal, donc l'un a besoin de l'autre. L'OIE a mis en place un système d'information qui recueille toutes les maladies qui reviennent contagieuses dans tous les États, dont le Maroc est signataire, et il a aussi mis un système d'évaluation, moi c'est à l'ANSA de le dire, d'évaluation du travail du service vétérinaire inspecteur. Et le Maroc s'inscrit dans cette démarche. Très bien. Donc, est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'ils ont les outils? Bon, je pense que l'ANSA, il a répondu aux... On reviendra sur l'ANSA si vous voulez. Pour le médicament... Alors, je voudrais un avis de... Non, mais justement, pour l'OMS, Est-ce qu'on peut continuer? Merci. Karim Louali, médecin nutritionniste. Quand vous voyez la version à la fois des vétérinaires et la version des pharmaciens, quelle est aujourd'hui la contradiction qui se pose encore? Et pour vous, qui devrait avoir le droit de prescrire
et d'implémenter les médicaments. Quand on parle de cas d'urgence, est-ce que oui, en cas les d'urgence, arguments on est qui un ont tout été petit donnés peu par dans les le même vétérinaires sont figure. des arguments qui tiennent la route C'est-à-dire pour vous? qu'un médecin qui se déplace en urgence, il a dans sa trousse d'urgence des médicaments injectables. D'urgence. Exactement. D'urgence qui sont facturés, c'est-à-dire on va les facturer. Oui, du reste. Non, on les facture pas à part dans la médecine normale, on les fait rentrer dans plutôt l'acte. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est une question. Et pour les médicaments qui ne sont pas justement dédiés à des urgences, on fait quoi? Un médecin, il ne le fait pas. Il pas. n'emmène pas avec lui un antibiotique oral, il n'emmène pas avec lui un truc de la fièvre, quelque chose comme ça, un antiparasitaire pour l'administrer. D'accord. Et il ne tient pas d'officine ouverte. Tout à fait. Non, mais le vétérinaire ne tient pas officine ouverte. S'il vous plaît, Pas officine ouverte, parce que la loi est claire. L'article 7, c'est l'utilisation. C'est pas la réalité sur le terrain. C'est pas la réalité sur le terrain. Je parle encore de stage. Il y a un seul vétérinaire qui a un cabinet. Le reste, c'est des officines ouvertes. Saïda Moutaoukil, s'il vous plaît. Moi, à mon avis, laissez-le Bon, finir. c'est des accusations Merci. C'est ce que vous avez fait. Non, ça ne va pas. Je trouve que des accusations gratuites. Saïda Moutaoukil, s'il vous plaît. C'est des accusations gratuites, madame. Quand vous dites les médicaments sont dans les marchés, c'est pas le circuit informel. Vous parlez de qui? Saïda Moutaoukil, C'est pas nous qui avons des incitations commerciales quand même très alléchantes. Vous le faites exprès? Est-ce que vous le faites exprès? Parce que si l'idée c'est d'échanger et que nos auditeurs puissent comprendre et comprendre un petit peu le problème et à la fois les solutions que vous proposez, il faudrait peut-être mettre un peu de calme et de discipline autour de ces tables, s'il vous plaît. Encore une fois, merci. Alors, moi, je trouve que le problème n'est pas dans les médicaments qui sont donnés légalement, que le vétérinaire prescrit ou donne. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, cette putréfaction de la viande est liée à l'utilisation de certains produits qui sont Saïda Moutaoukil, s'il vous plaît. En fait, ce sont dus à l'usage intentionnel de médicaments interdits. C'est ça le problème qui se pose. C'est-à-dire que ni le vétérinaire est responsable parce qu'il ne va pas dire à l'éleveur d'utiliser des produits qui sont prohibés, ni l'ONSA est d'accord parce qu'elle a établi des normes et des chartes, ni le pharmacien n'a vendu ce médicament illicite. D'accord. Et en fait, là est la source du problème. Et donc, pour revenir au niveau d'abattage, il y a deux sortes de produits. En fait, il y a les contaminants non intentionnels qu'on trouve dans l'herbe, l'eau, etc. et tout. Et il y a les contaminants intentionnels. Il y en a ceux qui sont autorisés, et là, c'est un autre débat, et l'ONSA, je pense qu'elle sait, qu'on fait une détermination d'une dose journalière admissible, on fait une fixation des limites maximales de résidus, mais surtout, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'il y a un temps d'attente avant l'abattage. On attend que l'animal son corps soit nettoyé de ces médicaments. On parle de 8 jours à peu près. Ça dépend des médicaments. Et là, je reviens toujours. En fait, le problème ni chez les pharmaciens, ni chez les vétérinaires, ni chez l'ONSA. Le problème est un problème plus profond de circuits informels, de mœurs qui est en train de partir d'un éleveur à l'autre pour utiliser des choses qui sont illicites, et personne de ce circuit-là ne peut aller voir est-ce qu'il a abattu à temps l'animal ou pas. C'est l'appât du gain, l'appât du profit, et moi je trouve que même le consommateur est responsable de ce problème, à mon avis. Pourquoi ? Parce que le consommateur veut le plus beau mouton, le plus gros, le plus engraissé. En fait, c'est tout un circuit qui doit être refait, c'est des contrôles qui doivent être faits, puis je le dis toujours, c'est la traçabilité de l'animal. Et la traçabilité, c'est l'ONSA qui fixe les règles, c'est le vétérinaire qui doit noter chaque animal comment il est, et puis on doit traquer tout ce qui est clandestin. Très bien. Abdelghani Aziz de l'ONSA, chef de la division sécurité sanitaire. Merci, monsieur. Je voudrais tout simplement apporter une précision. La réunion qui a été tenue avec monsieur le ministre sur les médicaments, je remercie d'abord l'ordre de pharmaciens d'avoir accepté cette réunion, ça a été le 4 juin. Et puis, nous avons une circulaire qui date du 15 mai, qui est conjointe avec le ministère de l'Intérieur. Parmi les mesures prises dans la circulaire, c'est de renforcer le contrôle dans les souks et pour contrôler le produit de contrebande, et les aliments et les médicaments. Donc c'est pas parce que vous avez dit qu'il faut contrôler que nous avons contrôlé, que nous avons saisi. Donc c'est une décision qui a été prise déjà le 15 mai, un mois avant la réunion. Donc voilà, juste pour apporter une précision. Deuxième chose, concernant le contrôle des médicaments vétérinaires, c'est très important. C'est le point. Nous avons au sein de l'ONSA, nous avons une direction des intrants
et des laboratoires. Et sa mission principale, c'est le contrôle des médicaments. Par exemple, l'année dernière, il a fait plus de 130 contrôles de cabinets vétérinaires. Il a fait plus de 30% de producteurs et d'importateurs de médicaments vétérinaires, il les a contrôlés. Donc ce sont des contrôles qui sont dans des rapports, qui figurent dans le rapport de l'ONSA. Autoriser un médicament, c'est un point crucial pour cette direction. Et donc, il y a la demande tombe. Et c'est chez l'ONSA et chez le ministère de la Santé. Et chaque département instruit le dossier seul pour qu'il n'y ait pas d'influence, et puis ils se réunissent pour décider de l'autorisation d'importation ou bien de production. Il y a un travail qui se fait, il y a un contrôle. Là, je salue le corps des pharmaciens, le travail qu'ils font aussi pour contrôler et pour mettre de l'ordre dans leur métier. Aussi de mon côté, je salue l'ordre des vétérinaires aussi, et de la dernière note qui a été adressée par le président de l'ordre à l'ensemble des vétérinaires pour le respect et pour cadrer et contrôler l'utilisation du médicament. Pour ce qui est de l'informer, c'est très important. Il faut que le consommateur sache une chose. Moi, dans ce débat, je ne peux pas sortir de mon domaine. Je ne peux pas parler de décharge. Je peux pas parler de... Si je suis vétérinaire, je vais parler des actions vétérinaires pour être cadré. Dans ce débat-là, pour vous dire une chose, c'est que les médicaments vétérinaires que nous avons cités et que Monsieur le ministre a pris la responsabilité devant le Parlement de faire une étude sur ça, ce sont des produits qui ont été cités par le consommateur, par l'ordre des pharmaciens et par tout le monde, toutes les substances qui ont été citées, il a fait l'objet de l'étude pour dire aux consommateurs, pour répondre positivement aux consommateurs. On a fait cette étude, un certain nombre. Nous, on n'a pas ciblé de doigt un produit donné. L'ensemble, tout ce qui a été dit a fait l'objet de l'étude, y compris les fientes. Et y compris les fientes, ils ont fait l'objet de l'étude. Maintenant, nous avons fait un plan d'action sur la base de ce qui a été dit par le consommateur et sur la base du résultat de l'étude. Nous avons fait un plan d'action ficelé cette année. La question tout à l'heure a dit, est-ce que cette année il y aura de putréfaction de la carcasse? C'est possible, madame. On ne peut pas dire, il n'y a pas de l'absolu. Tout est possible. Une autre chose, pour apporter à nos téléspectateurs. Nous avons, en Europe, l'abattage se fait dans les abattoirs, pour la plupart des cas. Au Maroc, la plupart des abattages rituels et des festivités se fait dans les maisons. Là, il y a une partie qui échappe au contrôle de l'ONSA. Et là on n'incrimine pas le consommateur. L'étude, elle est claire, elle a bien démontré que ça fait des années que les Marocains font l'abattage et ce phénomène n'a jamais eu lieu et que l'étude a été claire parce qu'il y a recours à un certain nombre d'usages qui ne sont pas corrects dans l'utilisation de substances qui ne sont pas autorisées, dans l'utilisation de fientes de volaille. Et maintenant, juste pour cadrer, pour vous dire, nous avons fait des laissez-passer. Aucune fiente de volaille qui part d'un élevage ne peut circuler librement. On doit connaître l'origine, on doit lui donner un laisser-passer, on doit savoir la destination. Donc il y a un contrôle très draconien pour ce jeu-là, pour essayer de maîtriser au maximum. C'est pas à 100%, mais on va essayer de maîtriser pour gérer la situation. Votre point est clair. Abdelghani Aziz, Abdelmajid Belej, je voulais réagir, analyste des marchés pharmaceutiques. Oui, alors je reviens, je dis encore, on n'est pas là pour faire le procès des vétérinaires de l'ONSA. Et donc, vous n'avez pas à être sur les faciles ou des pharmaciens. Moi, un médicament qui passe par le vétérinaire ou le pharmacien ne me pose pas problème. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les circuits informels. Dans le marché du médicament vétérinaire, je vais vous donner quelques chiffres. Nous avons 28 laboratoires vétérinaires qui produisent, voilà. Nous avons eu des importations pour 454 millions de dirhams, c'est très peu. Et ça ne peut pas expliquer, si vous voulez, ce qui est consommé. Ça veut dire qu'à côté de ce que fabriquent les laboratoires nationaux, ou ce qu'ils importent officiellement, et entre ce qui réellement est utilisé au Maroc, il y a un grand gap qui est représenté par les circuits informels, par de la contrebande
qui vient des circuits espagnols ou algériens. Et même des produits de contrefaçon. Et c'est ça ce qui m'inquiète. Et là, quand on voit les images, et là je reviens pour vous dire, monsieur, les circuits, les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose pour le Maroc et pour tous les pays, parce que c'est plus de transparence. Ça ne doit pas nous inquiéter, bien au contraire. Et que quand on voit... Ça grossit le trait parfois aussi. Oui, parfois, mais quand même c'est utile. Et je dis, oui, nous avons vu des produits vétérinaires se vendre dans les souks. Ceci ne veut pas dire que c'est un vétérinaire qui les a vendus. Ils sont là. Ça veut dire qu'il y a un circuit. Et ce que je demande aujourd'hui, c'est la sécurisation. Dans le médicament, il y a un circuit officiel. Laboratoire grossiste, pharmacie. Eh bien, il faut qu'il y ait exactement la même chose au niveau du circuit vétérinaire. Seuls les établissements pharmaceutiques vétérinaires ont le droit de fabriquer ou d'importer le médicament vétérinaire. Il ne faut pas qu'il y ait de filières parallèles ou de circuits de contrebande. Ça, c'est la première chose. Et le circuit, on doit savoir après ce laboratoire à qui pour avoir cette traçabilité que nous avons dans les médicaments à usage humain, où nous n'avons pas... Bon, de temps en temps, il y a des petits problèmes, mais ça reste quand même marginal. Mais là, ça inquiète. Ça inquiète, parce que tous ces produits-là qui sont utilisés, qui arrivent de je ne sais où, on ne les connaît même pas. On ne les connaît même pas. Elles se retrouvent dans nos assiettes. Et quelque part, impactent notre santé. Quant à citer un médicament ou trouver un bouc émissaire, le Minidril, pour ne rien vous cacher, j'étais scandalisé. Parce qu'en analysant les ventes du marché, il n'y a rien. Ce produit-là, il est en baisse depuis des années, ses ventes sont en baisse. Deuxièmement, normalement, une analyse que un laboratoire peut faire, peut identifier une substance active. Il va nous dire l'éthénylestradiol, l'estradiol, l'estriol ou quelque chose comme ça. Mais en aucun cas ne peut donner d'un médicament. Bien évidemment. C'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Nejel Gibi, pharmacienne et consultante en santé. Moi, je suis très contente de ce débat. Bien qu'il y ait eu quelques agressivités que ressentis syndicalistes ou autres, moi je suis une femme de santé et j'ai un rôle au niveau de santé conjointement avec vous, confrères vétérinaires. Effectivement, la traçabilité existe au niveau des officines. Maintenant, je vous interpelle. Dans tous les pays, effectivement, pour l'usage dans le cadre de ces activités, au niveau des élevages, le vétérinaire peut détenir des médicaments. À mon sens, il faudrait que pour qu'on ait une traçabilité, qu'il soit facturé à part et qu'on voit à part la part qui revient. Mais ils ne tiennent pas officine ouverte, sauf dans quelques pays. Parce que c'est logique qu'on ne peut pas être juge et partie, prescripteur, et qu'à un moment. Maintenant, je vous invite, chers confrères vétérinaires, à prescrire, à envoyer vos prescriptions aux pharmaciens du milieu rural qui ne vivent que de ça, pour certains, et qui, eux, clament, et ils peuvent nous rapporter le nombre de prescriptions qui passent par eux, qui est minime, qui est loin du chiffre du marché, qui ne dépasse pas les 5 à 10% du marché. Donc, ça, il faut qu'on clôt cette situation. Nous sommes partants pour travailler ensemble au bénéfice de la santé de ces pays. Et l'ONSA, je ne lance pas une pierre, j'interpelle. Et aujourd'hui, on a parlé du mouton, des abattages, mais je crois qu'il faut extrapoler, parce que la question et le questionnement, c'est les viandes consommées au niveau des citoyens. Les laitages et dérivés des laitages sont-ils exempts de résidus toxiques ou pouvant mettre en danger la santé du citoyen? Et là, il y a une problématique. Et moi, j'ai dit que j'apporterais ma réponse en tant que pharmacien. J'ai posé ce problème au niveau de l'industrie, le jour de la journée de l'industrie, pour les médicaments non utilisés, qui sont périmés, qui sont pas utilisés, qui sont mis dans les décharges publiques, ménagères, qui partent dans les égouts, pour les médicaments utilisés dans les structures hospitalières et qui sont très toxiques pour la santé, comme les anticancéreux, comme certains antibiotiques. C'est à ce niveau que je pose le questionnement et c'est à ce niveau qu'on doit s'atteler, parce que si on veut garantir aux citoyens que ce qu'ils consomment, soit en additifs, soit en résidus
etc. C'est la vraie problématique et je suis pour qu'on parte sur des bonnes pratiques ensemble, élaborées ensemble. Et donc, voilà mon raisonnement. Karim Ouali, oui, effectivement, au niveau sanitaire. Sur la question de l'ONSA, mais ça pose aussi plus globalement la question du contrôle que peut ou que doit opérer le ministère de la Santé. Quel est aujourd'hui le rôle et quelle est l'action, ou comment est-ce que vous appréciez, vous, en tant que médecin, l'action qui est menée aujourd'hui par le ministère de la Santé à ce niveau-là? Parce que là, il s'agit de santé des Marocains et on se pose vraiment la question, l'ONSA c'est bien, le ministère de la Santé c'est peut-être un peu mieux, non? C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a interpellé pour venir participer à ce débat. Moi, je trouve que le débat, il est fait entre pharmaciens, l'ONSA et vétérinaires. Mais de tout ça, on oublie la santé du citoyen. Et le ministère de la Santé n'a pas pratiquement réagi. Il est aux abonnés absents à ce niveau-là. On sait très très bien que les antibiotiques se retrouvent chez l'être humain et c'est responsable d'antibiorésistance. On sait très très bien que si on va donner des anabolisants ou de la corticostérone, en fait c'est des déficits d'immunité qui peuvent être transmis à l'être humain. Donc ça, c'est une chose qui a été prouvée, on le sait très très bien. Et puis on sait très très bien que quand on va utiliser de la volaille dans les déchets, c'est-à-dire pour donner, déjà c'est le caractère organoleptique de la viande qui part. C'est-à-dire c'est une viande qui n'est pas bonne au niveau du goût, qui n'est pas saine pour la consommation, parce que ça les vétérinaires ils peuvent me le dire, parce que quand on fait de la finition pour la bête avant de l'abattre, cette bête elle contient plus de cholestérol qu'un animal bovin qui a été élevé à l'air libre, qui a mangé naturellement. Donc même au niveau santé cardiovasculaire, c'est pas bon. Moi je parle quand on va les finir avant. Et on sait très très bien que l'Eid, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire c'est pas le circuit normal, on veut préparer les bêtes, on passe de 3,5 millions à 5, et donc on a envie de les engraisser, etc. Et même au niveau cardiovasculaire. Et aujourd'hui, ce débat-là, déjà, on a une très grande polémique sur les viandes rouges. On n'en parle même pas. Déjà, on est en train de pointer par le doigt la viande rouge sur tous les maux de la terre, risque de cancer, risque de maladies cardiovasculaires, etc. Et donc, du coup, où on va ? C'est-à-dire que la vraie politique de la santé publique doit être en lien avec l'ONSA, en lien avec les vétérinaires et en lien avec les pharmaciens. C'est-à-dire qu'une politique doit être faite dans le sens de l'amélioration de ce qu'on a dans notre assiette. Et là, on ne va pas du tout dans ce sens. Sadia Moutaoukil, président du Conseil régional sud de l'Ordre des pharmaciens d'officine. Merci. Donc, je rejoins parfaitement notre consoeur Neji Erghibi par rapport à notre responsabilité à tous en tant qu'acteurs de santé. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, si j'ose dire. On est là pour discuter d'une façon responsable d'une problématique qui touche la santé du citoyen. Alors par rapport, quand j'ai soulevé tout à l'heure, tout ce que j'ai soulevé comme texte de loi, c'est par rapport à ce que vous aviez cité et par rapport aussi au rapport de l'ONSA qui dit qu'il y a des médicaments à usage humain qui sont incriminés. On a parlé du Minidril, les anabolisants, les chiffres IMS aussi le prouvent et les chiffres de vente au niveau des grossistes, au niveau des pharmacies le prouvent. Ils sont pratiquement absents de nos rayons. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tout simplement partout, sauf dans les pharmacies. Ils sont dans les salles de sport, je l'ai déjà dit dans la réunion. Ils sont dans les rues, ils sont dans les marchés, à Derbrelef, sur Internet, partout. Donc, ce n'est ni la responsabilité du pharmacien, ni la responsabilité du vétérinaire. Les médicaments vétérinaires, il y a le réseau informel, comme on l'a dit, le réseau de contrefaçon et de contrebande. Vous savez aussi que ces médicaments, ils sont vendus directement aux associations par les laboratoires. Vous savez qu'il y a des aides aussi qui vont aux coopératives et aux associations du Sud. Et ces médicaments-là, je peux vous le confirmer, ils reviennent dans le marché interne via le circuit parallèle. Quand j'ai cité tout à l'heure une ville, la veille du marché, samedi à minuit, les autocars du Sud livrent ces médicaments-là. Donc il y a un circuit qu'il faut quand même qu'on contrôle tous. C'est la vérité. Je dis pas n'importe quoi. C'est l'exercice, c'est la responsabilité. Quand j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour incriminer le vétérinaire, loin de là. Loin de là. C'est pour dire que quand on incrimine dans un communiqué le pharmacien, alors que le pharmacien ne voit pratiquement plus, à cause de ces textes de loi, il ne voit pratiquement plus les médicaments vétérinaires. Je l'ai précisé aussi au niveau de la Réunion. J'exerce depuis 92 à Stade. Avant 2006, il y a une douzaine d'années, j'avais des ordonnances de médecins vétérinaires et je dispensais ces médicaments. Après, plus rien. Vous avez des noms de laboratoires qui vendent justement directement Non, j'ai pas les noms maintenant, mais les labos, ils vendent directement aux associations.
Ça aussi, c'est une aberration qu'on doit combattre tous. Ça doit être sous le contrôle vétérinaire, sous le contrôle de l'État, sous le contrôle aussi. Mais à votre avis, quel est l'argument logique qui fait qu'aujourd'hui, le ministère du Commerce n'agit pas, le ministère de la Santé n'agit pas? Est-ce qu'ils agissent ou pas déjà? Justement, normalement, c'est un problème de santé publique. Lors de la réunion, on devait aussi avoir le ministère de la Santé. J'étais surprise de ne pas le voir. Parce que ça concerne aussi le ministère de la Santé. Et le pharmacien, il est là pour faire quoi? S'il ne reçoit pas de prescription, s'il peut pas... et le découplage des dispensations... il y a des pays qui ont fait ça, le découplage entre dispensation et prescription. L'Espagne et l'Italie. Ils vont vers le découplage. Les recommandations de l'OMS, dans la dernière stratégie pour lutter contre l'antibiorésistance, elles vont aussi dans ce sens par rapport aux antibiotiques. Ils vont même jusqu'à enlever, jusqu'à enlever. Moi, je parle juste de ce qui se fait. Est-ce qu'on est responsable? On veut faire ça. Pour le problème d'antibiorésistance par rapport à l'élevage, c'est incriminé. Là, on n'incrimine pas le vétérinaire. Non. Moi, je dis qu'il y a l'abus je termine et puis je peux vous répondre. Donc, ça, c'est un constat de l'OMS. Il faut aussi, ils veulent déjà agir au niveau des incitations commerciales données par les labos par rapport aux antibiotiques pour maîtriser l'antibiorésistance. Donc, tout usage rationnel du médicament, il doit respecter un circuit. Très bien. Très bien. Ali Halachi, docteur vétérinaire. Vous voulez réagir? Oui. Je suis tout à fait d'accord. On est en train de parler de la même chose, mais chacun veut dire, nous on fait les choses comme il faut, mais peut-être chez les autres. Vous avez parlé d'un circuit informel. Il y a un circuit informel et pour les médicaments vétérinaires et pour les médicaments humains. Allez dans les souks Oujda ou dans d'autres villes et vous allez voir le médicament humain qui est dispensé d'une manière informelle. Et ça peut causer aussi de l'antibiorésistance parce que c'est de la consommation directe, non pas dans une viande, ni dans le lait, ni dans les œufs. Comment vous expliquez, Ali El-Harachi, l'absence justement dans le débat du ministère de la Santé et du ministère du Commerce? Je ne parle pas du débat d'aujourd'hui, je parle du débat national qui sur cette question. Je veux dire, à un moment donné, il y a une responsabilité, on ne peut pas tout non plus mettre sur le dos des pharmaciens, des vétérinaires, de l'ONSA. À un moment donné, il y a aussi des acteurs qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment peut-être écoutés. Est-ce que vous avez cette impression ou pas, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce? Je ne peux pas répondre à quelque chose que je ne sais pas, mais j'aimerais continuer aussi sur la délivrance peut-être des sociétés. Il fallait que quelqu'un des sociétés, parce que les ayants droit des médicaments vétérinaires, il n'y a pas que le pharmacien et le vétérinaire. Il y a des lois qui régissent ce médicament-là. Je parle encore de la loi 2180 parce que vous avez parlé des associations et des coopératives. Il y a l'article 9 et l'article 8 qui donnent droit à ces associations. Mais même nous, les vétérinaires, c'est contre notre, si vous voulez, voilà, qui donne le droit à ces associations, mais d'abord, qui présente sous contrôle d'un vétérinaire d'abord, puisque c'est lui qui va le pratiquer normalement pour rester dans la loi, mais aussi en présentant un programme d'assainissement, c'est-à-dire au préalable aux autorités compétentes, mais c'était même avant l'existence de l'ANSA, c'est la direction d'élevage, c'est une loi qui existe depuis 1980. Donc les lois, ils sont là. S'il y a des gens qui n'appliquent pas les lois, moi vous avez parlé de gens qui peuvent donner l'ordre des pharmaciens ou des vétérinaires, il agit pour sanctionner ces gens-là. Moi, j'ai été pendant 16 ans au niveau du Conseil national ou régional de l'ordre. Maintenant, je ne suis plus membre du Conseil national depuis une année, mais on a passé beaucoup de vétérinaires dans des conseils de discipline qui, pour nous, ils étaient contre, c'est-à-dire qu'ils n'appliquaient pas la loi régulièrement. Et j'espère que la même chose se passe pour les pharmaciens. Donc, pour revenir à l'informel, on n'est pas responsable de ce qui se vend dans le souk. Qui est responsable? C'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est la gendarmerie, c'est tout le monde. Non, ils sont présents. Mais écoutez, Mehdi, je vais vous dire une chose. Ils sont présents. Vous partez dans n'importe quel souk au Maroc, ils sont efficaces. Vous allez trouver même des produits humains, non pas des produits vétérinaires seulement. Ouais, vous l'avez dit. Donc, est-ce que ces gens-là doivent... Ils sont présents, mais ils ne sont pas efficaces, c'est ce qu'il faut comprendre. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit politique. Il y a une... Il n'y a pas de volonté politique. Il y a une chose très importante. Le médicament, il existe dans les souks. Ça, personne ne va vous dire le contraire. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Donc, qui est responsable de cette situation? Certainement qu'il y a plusieurs responsables. C'est une responsabilité commune. Est-ce que vous pouvez nous les citer?
Comment ça? Les responsables de ces situations, puisqu'ils sont plusieurs manifestement. Est-ce que vous pouvez les citer? J'ai cité les gens, c'est-à-dire, comment ça, les responsables, tous les ayants droit, tout le monde. Écoutez, c'est une responsabilité politique et commune de tout le monde. S'il y a un médicament humain ou vétérinaire dans un souk ou autre chose, il doit être contrôlé. Mais est-ce qu'on peut contrôler, est-ce qu'on peut contrôler tout ce qui se passe dans les souks? Très bien. Voilà. Wasfi Bouazati, vétérinaire, vous voulez réagir? Donc pour réagir à mes... Et parler au centre du micro, s'il vous plaît. Oui, pour réagir à ce que mes confrères viennent d'évoquer, donc je reviens vers mon ami Karim Wali. Vous avez raison quand vous avez cité que l'utilisation des médicaments doit être... c'est juste que en cas d'utilisation de ce médicament vétérinaire, on a une utilisation en dehors de la délivrance sans examen et sans ordonnance par des personnes autres que le vétérinaire. Donc là, on est confronté à un vrai fléau. Et je rebondis d'ailleurs à ce que dit Madame, que les pharmaciens qui pratiquent leur métier dignement en rural souffrent. Je vous dis que même les vétérinaires en rural commencent à souffrir, mais énormément. Moi-même, j'ai fait une tournée dans ma zone de prérogation, depuis Rabat jusqu'à Tanger, et j'ai été vraiment bousculé par les propos des vétérinaires. Ils souffrent, les vétérinaires, ils souffrent en milieu rural. Il y a l'exercice illégal par les non-ayants droit. Ils souffrent de l'informel, c'est ça que vous avez dit? Ils souffrent de l'informel, par l'exercice de la médecine, même de la médecine vétérinaire, par les non-ayants droit, par la vente de médicaments. Écoutez bien, ça c'est très important. Par la vente de médicaments de contrebande et les médicaments de contrefaçon. Et ça, c'est pire encore. Vendre des médicaments, je pourrais tolérer, mais vendre des médicaments de contrefaçon, ça c'est vraiment la catastrophe. Donc, est-ce que ça met le doigt sur une défaillance claire du ministère de la Santé, de l'Intérieur et du Commerce? La responsabilité, il est partagée entre tous les partenaires. En premier, la douane. Oui. Deuxièmement, ministère d'Intérieur. C'est le ministère d'Intérieur qui doit coordonner ces inspections au niveau des souks. Comment voulez-vous qu'un vétérinaire ou un pharmacien installé dans un village aille dans un souk pour se chamailler avec un vendeur, avec un charlatan? C'est pas normal. Donc, d'où ça rejoint effectivement ce que Sa Majesté venait d'annoncer, qu'il fallait changer notre modèle de développement. Un modèle de développement qui est basé essentiellement sur le sectoriel ne fonctionne plus. Sur l'informel, vous voulez dire? Sur le sectoriel. La santé. La santé, il travaille toute seule. L'intérieur, il travaille toute seule. L'agriculture, il travaille toute seule. Non, il faut une approche globale. On a un sujet, on doit chercher tous les intervenants et attaquer le sujet. On ne commence pas par chacun fait sa part de responsabilité et on se voit jamais et du coup on n'a jamais eu de résultat. Ça c'est des problèmes auxquels ils sont confrontés et les vétérinaires et les pharmaciens et tout le monde et le consommateur qui est celui qui paye les associé à ça, ajouter à ça l'analphabétisme de la grande majorité d'analphabétisme que vit notre milieu rural. Du coup le médicament il est plus cher automatiquement chez le vétérinaire et chez le pharmacien parce qu'ils payent leurs taxes. Et le médicament, je ne sais pas d'où ils sont approvisionnés ces charlatans. Il y a même des charlatans qui exercent maintenant la médecine vétérinaire. Et ils ne vendent pas que le médicament, mais ils exercent la médecine vétérinaire. Très bien. Abdelhani Cheazi, vous voulez réagir? Je voudrais aussi vous poser la question par rapport aux moyens aujourd'hui dont dispose l'ANSA pour effectuer ces contrôles. Concrètement, combien d'inspecteurs sur l'ensemble du territoire national? Est-ce que aujourd'hui les budgets sont suffisants? Est-ce que vous avez les moyens d'agir d'une manière efficace et correcte? Ou est-ce que vous êtes un peu les parents pauvres de cette problématique? Je vous remercie de cette question. Permettez-moi de revenir sur une petite chose, pour vous dire que le ministère de la Santé et l'ONSA travaillent étroitement, et d'ailleurs c'est avec le ministère de la Santé qu'on arrête la date limite de validité de produits alimentaires, c'est avec le ministère de la Santé qu'on arrête la limite maximale de résidus de médicaments
et de contaminants dans les produits alimentaires. Donc, nous avons un texte qui vient d'être publié pour tout type de produits alimentaires. Et pour tous les médicaments, nous avons arrêté une date limite de validité pour les produits alimentaires et la limite maximale de résidus pour les produits. Donc on travaille, il y a un travail qui se fait. Concernant ce que fait l'ONSA, et d'ailleurs nous sommes en train de parler d'une thématique très importante, mais il faut qu'on projette à l'auditeur ce que fait l'ONSA pour assurer et pour sécuriser le consommateur. D'abord, vous avez posé une question tout à l'heure sur qui doit faire le contrôle et pourquoi certains départements n'interviennent pas. Nous avons des lois et le gouvernement a opté et adopté certains règlements. Nous avons la loi 2807 sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires qui donne à l'ONSA, l'autorité de tutelle, l'autorité compétente au niveau du marque de contrôler les produits alimentaires. À tous les niveaux. On part de la table à l'étable pour les produits animaux, on part de la fourche à la fourchette pour les produits végétaux, et on parle de contrôle à l'importation. Donc c'est l'ONSA qui est l'organisme et qui est l'interlocuteur unique du Maroc vis-à-vis des instances internationales concernant la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Ça, un. Deuxième chose, l'approche actuelle de contrôle. Juste un petit point, si vous le permettez, mais vous ne contrôlez que ce qui est formel. Exactement. Du coup, le problème reste posé. Exactement. Le problème reste posé pour un certain nombre de choses. Juste pour continuer, l'approche actuelle de contrôle, c'est la responsabilisation du professionnel. Le professionnel ne doit mettre sur le marché n'importe un produit et de le mettre sur le marché que lorsqu'il est sûr. Et ça, ce sont des garanties que doit offrir le professionnel. Et l'ONSA contrôle cette sécurité, ça. Et c'est très important. Actuellement, ceux qui produisent et qui préparent les produits, ils doivent être agréés, préalablement agréés par l'ONSA. Lorsqu'on dit agréés, ça veut dire que les matières premières utilisées d'origine connue, qu'il y ait un contrôle de produits avant qu'ils soient mis sur le marché. Donc un certain nombre de principes qui sont mis en place pour assurer la sécurité du consommateur des produits qu'il consomme. Tout à l'heure, la dame a parlé du contrôle du lait, de la viande, un certain nombre de choses. Je vous garantis, monsieur, que j'ai les documents devant moi. Nous avons des plans annuels de surveillance des résidus du médicament dans les différents produits animaux, dont celui de la volaille qui est validé par l'Union européenne. C'est un document qui est validé par l'Union européenne et il est publié sur le site. Les auditeurs de l'Union européenne sont venus à 3 reprises cette année pour auditer le Maroc sur l'approche de contrôle, l'approche de certification, le travail que font les professionnels pour assurer et pour mettre les produits sur le marché. Ça veut dire nous avons reçu de très bonnes cotes, de très bonnes notes, pardon. Et nous contrôlons les œufs, le miel, les produits laitiers et les viandes. Ça, c'est, je vous rassure. Et là, ça veut pas dire tout. Vous m'avez posé une question trop ciblée et correcte. Je vous dis une chose. L'ONSA n'a pas tous les moyens pour contrôler tout. L'ONSA, il est en déficit en nombre de moyens. Donc, chaque année. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je lis sur les journaux que 70% des volailles qui sont abattues au Maroc ne sont pas contrôlées, c'est un chiffre qui est vrai et qui concerne une grande partie l'informel. Je vous confirme. Ouais. C'est 80% ouais. de la production du poulet de chair. Ouais. Au Maroc, ne passe pas par les abattoirs, elle passe par des circuits informels. Donc c'est-à-dire les 80%, ce n'est que de l'informel. C'est le 80% qui passe de la vente et qui est commercialisé. 80% de la production de la volaille, de viande de volaille, de chair, passe par le circuit parallèle et n'est pas contrôlé. Et ça constitue un risque potentiel pour le consommateur. Non, on est l'exporter la volaille. Deuxième chose, je vous réponds. Deuxième chose. S'il vous plaît. Là, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Pour la dinde de chair, par exemple, la dinde, nous avons 90% de la dinde, il est contrôlé, et simplement 10% qui passe par le circuit parallèle. Tout simplement pour vous dire, ce que nous allons exporter à l'Union européenne, ils ont passé par le circuit officiel, le circuit contrôlé. Nous avons des abattoirs contrôlés. Nous avons des élevages, 8000 élevages qui sont encadrés par des services vétérinaires. Nous avons un circuit de contrôle qui est bien contrôlé. Maintenant, avec ces structures de commerce de volailles informelles, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère du Commerce, pour réorganiser ces structures d'abattage traditionnelles. Pourquoi est-ce que vous allez réorganiser l'informel? C'est pas votre rôle, a priori. Pour une chose. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur, ça je peux comprendre. Le ministère du Commerce, je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Vous agissez sur ce qui est visible. Je vous dis pourquoi. Nous avons, à date d'aujourd'hui, nous avons 15 000 riéchettes au niveau du quartier. Et ces 15 000 riéchettes constituent un risque potentiel pour le consommateur. Nous, on sait que c'est un problème social. Et la réglementation interdit l'abattage de volailles en dehors des abattoirs. Mais maintenant, face à cette situation sociale, nous travaillons actuellement. Donc, il faut privilégier la situation sociale à la situation sanitaire. Non, pas du tout. Je vous explique. Maintenant, non. Je vous explique, s'il vous plaît. Pour les riéchettes,
on veut que ces riz se transforment en deux types de structures. Soit des points de vente de volailles provenant des abattoirs agréés, contrôlés, et c'est des produits salubres de bonne qualité. Soit c'est des structures qui vont être là, mais pour abattre la volaille destinée à la ménagère, mais pas pour servir la restauration collective, parce qu'il y a moins de risques. Les scientifiques, c'est connu, lorsqu'on abat un animal dans une structure, on peut le nettoyer, préparer et donner à la ménagère. C'est pas la même manière lorsqu'on prépare de grandes quantités de volailles pour lesquelles on ne respecte pas la chaîne de froid, pour lesquelles on livre à des traiteurs, pour lesquelles on livre à des festivités, et ça pose des problèmes. Le problème de l'informel, je vous réponds tout de suite. Le problème de l'informel, c'est le point noir pour l'ONSA. Parce que et pour les produits alimentaires, et pour les médicaments, il échappe à tout contrôle. La question est de dire, vous avez demandé la responsabilité. Comment ce produit arrive à atterrir sur le marché? Nous avons des responsables, nous avons des contrôles qui doivent être au niveau de nos frontières. Comment ce problème rentre dans les souks? Nous avons des souks, ils doivent être contrôlés. On ne peut pas avoir des souks pour des recettes. On a compris ces points sur lesquels on est revenu. Mejid Belay, je voulais réagir très rapidement, puis par la suite, je voudrais qu'on propose des solutions bien concrètes. Bernie Azi a déjà commencé à proposer des solutions, mais je vous laisse d'abord embrayer. Alors, nous sommes tous ici d'accord sur le fait que le problème est un problème de filière informelle. Alors, sauf que dans le circuit à usage humain, la partie informelle ne représente rien du tout, elle est marginale. Vous avez les chiffres? Non, mais est-ce que vous avez les chiffres? On sait ce qui se vend. Quand on avance quelque chose sur le direct, il faut avoir des chiffres. Au Maroc, vous avez des chiffres sur le vétérinaire? Il y a 400 millions. Bon, il y a 400 millions de boîtes qui sont consommées annuellement, et nous savons que ce qui se vend dans le fellah, etc., ne représente rien du tout, sauf quand on touche aux produits utilisés à usage toxicomane, tout ce qui est clonazepam, etc., mais ça c'est autre chose. Par contre, sur les produits d'usage courant, ça ne représente rien du tout. Et que si on trouve les médicaments chez un épicier, il se retrouve en prison. On saisit, on se retrouve en prison. Par contre, dans la filière vétérinaire, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien. Il n'y a rien comme chiffre. Si vous n'avez pas de chiffres, il faut pas... Non, mais écoutez... Vous êtes en train de porter confusion. Écoutez, les chiffres, écoutez... Est-ce qu'il peut finir? Je vous donne la parole juste après, s'il vous plaît. Merci. Les chiffres qu'il y a, c'est ce qui est produit par les laboratoires. Les chiffres qu'il y a, c'est les importations. Mais le reste qui correspond à ce que doit être une consommation qu'on peut estimer, mais pas connaître avant. Nous savons qu'il y a un gap énorme. Nous savons qu'il y a des filières, ils ont toujours existé depuis les années 80. Et le problème a été posé chaque fois, dénoncé, mais jamais traité. Pour s'attaquer à ce problème, c'est un problème transverse qui implique plusieurs ministères. C'est pas seulement le ministère de l'Industrie ou de l'Agriculture. Il y a aussi l'Intérieur, il y a beaucoup de choses. Si je prends l'exemple des produits à usage humain dans etc. Chaque fois qu'on a dénoncé, des gens, justement, ils ont peur des effets sociaux et ils reviennent en arrière. Ils ne s'attaquent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. De santé publique, il faut bien le traiter un jour ou l'autre. On a privilégié l'aspect social par rapport à l'aspect sanitaire. C'est ce qu'il faut peut-être retenir. Wasfi Bouazzati, très rapidement. Très rapidement. Peut-être que sur le fellah, le médicament humain informel ne représente rien, mais il faut avoir les vrais chiffres. On est là responsable avant tout, et on est tenu par nos codes déontologiques de ne pas juste lancer des informations pour détourner l'opinion publique. Alors, au niveau de notre profession, on a une vision claire. Il faut responsabiliser quelqu'un. On parle de secteur formel. On parle du médicament vétérinaire. Je suis tout à fait d'accord. Les vétérinaires peuvent prendre entièrement la responsabilité du médicament vétérinaire, avec certaines conditions, bien sûr. Face à une distribution qui est éclatée entre différents opérateurs, et face à une responsabilisation partagée, et puisque les résidus et leurs conséquences peuvent avoir une issue fatale sur le consommateur, si les médicaments sont délivrés sans prescription spécifique, dans le cadre d'une automédication ou délivrant sans examen préalable et sans ordonnance par d'autres autres que le vétérinaire.
Il paraît donc évident, il est évident de canaliser la distribution de médicaments vétérinaires dans un circuit vétérinaire vertical, assurant une traçabilité du médicament et facilitant la sécurisation des produits vis-à-vis des utilisateurs et même du consommateur. Tout à l'heure et sur lequel vous semblez être d'accord avec Abdelmajid Belaiche, Najia Ghibli, pharmacienne et consultante. Je vais être très rapide. Alors, pour les chiffres, pour avoir été consultante pour l'IMS, qui est une institution qui analyse le marché et qui donne les chiffres du marché et qui va chercher ces chiffres au niveau des grossistes, au niveau d'un panel de pharmaciens et qui fait des rapprochements avant de donner les statistiques, l'IMS, c'est des statistiques fiables dans la médecine humaine, dans le médicament à usage humain, qui est utilisé pour les statistiques au niveau du ministère de la Santé à tous les niveaux. À mon sens, donc, c'est juste pour répondre à cette question. Deuxième chose, pour moi, il y a des recommandations qui doivent être formulées aujourd'hui. Je salue le travail qui est fait par l'ONSA. Je salue aussi les réserves que vous avez émises en disant que ça reste insuffisant, que vous avez besoin d'autres moyens. Moi, je crois que c'est un travail collectif. Pour répondre à monsieur, il y a un plan national de lutte contre l'antibiorésistance et au niveau mondial, ces recommandations de l'OMS, on sait d'où vient l'antibiorésistance, on sait ce qui est impliqué en termes de médecine humaine, on sait le poids de la médecine vétérinaire, nous n'allons rien réinventer. Je crois que juste pour terminer, je crois qu'il y a un travail de sensibilisation, d'éducation et un travail à élaborer des bonnes pratiques. Nous sommes prêts en tant que pharmaciens, aussi bien dans le milieu urbain que rural, à relayer les messages de nos ministères pour sensibiliser les éleveurs, sensibiliser la population. Il y a un travail à faire aussi au niveau de santé environnementale. Il n'y a pas que les médicaments, il y a les déjections de ces animaux tous tant qu'ils sont au niveau et des êtres humains. Je l'ai souligné, monsieur. Je l'ai souligné. Je ne jette la pierre à aucun. Je crois que c'est une approche de traiter, d'identifier, de mesurer et de voir ce qui se passe au niveau de l'environnement, au niveau des stations d'épuration, au niveau de la destruction. Moi, personnellement, je pense que les pharmaciens vont travailler sur la filière des médicaments non utilisés de sorte à limiter au maximum. Quant au bon usage des antibiotiques à usage humain, bien évidemment qu'on s'y attelle, mais je crois que là aussi, on aura des réponses à apporter sur ce qui se passe dans les centres de santé, dans les pharmacies. Najia Ghibli, ça aurait été votre mot de la fin. Karim Ouali, médecin nutritionniste. Moi, je pense que l'État, le gouvernement et les différents ministères concernés doivent donner plus de moyens à l'ANSA pour faire bien son travail, pour identifier les unités de production. Plus de moyens à l'ANSA, mais en même temps peut-être plus de contrôle pour l'informer qui ne dépend pas de l'ANSA. Parce qu'il faut absolument identifier toutes les unités de production et surtout avoir une traçabilité sur l'alimentation des ovins et des bovins. Il faudrait surtout dépister les unités qui font de la pratique illégale de l'engraissement. Et ça, c'est un point qui est important. Et puis, pourquoi pas, lors du Eid, pourquoi pas ne pas faire des abattoirs de quartier contrôlés au lieu que notre ville se transforme en abattoir clandestin avec tous les détritus et toutes les mauvaises pratiques qu'on voit. Et puis, en dernier lieu, j'aimerais réveiller la conscience du citoyen. Il doit arrêter d'encourager l'informel et les circuits parallèles. C'est le citoyen, moi je réveille sa conscience parce que s'il n'y avait pas des citoyens qui achetaient dans les souks, on n'en serait pas là. C'est-à-dire que même le citoyen a sa part de responsabilité. Il faut réveiller sa conscience. Abdelrani Aziz de l'ONSA. Merci. En principe, je reviens sur le mot de la fin de mon collègue. C'est vrai, nous sommes tous interpellés par la sécurité sanitaire des produits alimentaires, y compris vous les journalistes, les médias, les professionnels des secteurs. Je parle de l'ordre pharmacien, l'ordre des vétérinaires. Je parle aussi des services officiels de l'ONSA qui doit veiller sur le contrôle. Je parle aussi des professionnels qui doivent respecter les bonnes pratiques. Deuxième chose, je voudrais quand même dire une chose. C'est que le Maroc, il y aura un forum en octobre à Marrakech qui traitera de l'antibiorésistance. C'est un forum mondial qui est organisé par l'OIE et qui le Maroc a l'honneur de l'organiser à Marrakech. Je suis sûr que nos collègues pharmaciens seront parmi nous. Nous devons mettre main dans la main. Je sais qu'il y a un bon travail qui se fait par l'ordre des pharmaciens, un bon travail qui se fait par l'ordre des vétérinaires. Nous avons une seule mission, c'est de sécuriser au maximum notre consommateur. Notre seul consommateur n'a pas de valeur autre que d'avoir des produits de qualité sur son assiette. Nous devons travailler sur cela et je suis sûr que
s'il y a des différends, on doit les régler le plus vite possible parce que le temps est presse. Voilà, Sadi Moutaoukil, président du Conseil régional sud de l'Ordre des pharmaciens d'officine. Merci. Donc l'intérêt et la sécurité sanitaire du patient, elle passe par la santé aussi de l'animal. Et nous devons tous être à la hauteur de cette responsabilité, que ce soit médecins vétérinaires ou pharmaciens ou responsables comme l'ONSA ou autres, pour conjuguer nos efforts. Et j'insiste à dire qu'on jette l'opprobre sur aucun professionnel, mais le constat est là, le circuit informel fait mal. Et pour contrecarrer tous mes usages et pour bien encadrer l'utilisation des médicaments, la place du pharmacien, elle doit lui revenir dans ce circuit qui est le médicament vétérinaire, dans l'intérêt, je le dis, c'est pas dans l'intérêt corporatif, mais c'est dans l'intérêt de la santé du citoyen et nous devons tous y contribuer. Donc double encadrement contre le mésusage, ça se fait par le médecin vétérinaire et par le pharmacien. Dans l'intérêt de Ali El-Harichi, docteur vétérinaire, pour le mot de la fin. Donc je pense qu'avant d'être docteur vétérinaire ou pharmacien, on est tous des citoyens. On est devant des obligations citoyennes et des devoirs de citoyens. De tout un chacun, devant la communauté et devant le pays. Si on part de ce point, je pense que tous les égos vont tomber et à chacun va revenir ses droits. Je ne pense pas que le Maroc peut être différent de tous les pays du monde où la médecine vétérinaire ou le médicament vétérinaire est pratiqué et par les médecins et vétérinaires et par les pharmaciens, mais dans le respect des uns et des autres. Voilà mon mot de la fin. Wasfi Bouaziati, président du Conseil régional nord-ouest de l'Ordre national marocain des vétérinaires. Je rejoins mes collègues. Avant de finir, un mot sur l'antibiorésistance aux médicaments vétérinaires. Je dois dire que nos vétérinaires veillent au respect strict de la réglementation en vigueur et qu'ils assurent des dispositifs biosécuritaires en amont de la chaîne et des diagnostics ponctuels par des laboratoires. De par leur formation, de par notre formation professionnelle et notre engagement, ainsi que notre dévouement pour la profession vétérinaire et pour la santé et pour la protection du consommateur, nos vétérinaires privés, de par leur encadrement sanitaire de proximité des élevages, sont là pour un meilleur suivi et au respect de bonnes pratiques d'utilisation du médicament vétérinaire par le respect des délais d'attente. Merci. Et le service du médicament reste le à pharmacien. nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Et Abnijid Belech pour le mot de la fin que j'ai oublié. Abnijid, pardon. Très rapidement. Tous ici, je pense que nous sommes d'accord sur le fait que le danger pour la santé publique et pour les citoyens, c'est les circuits informels et qu'il faudrait le travail de tous, vétérinaires, pharmaciens, médecins, santé, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Intérieur, pour s'attaquer à ces problèmes, pour qu'il y ait de la traçabilité, pour verrouiller les circuits de commercialisation et lutter, mais vraiment de manière exemplaire contre certaines pratiques de l'élevage et les médicaments qui viennent de je ne sais où. 15h35, merci. Donc, mais très rapidement, l'ONSA voulait réagir, mais on est vraiment très en retard. Allez-y. Juste, nous sommes en train de travailler parce qu'un maillot qui est important qui nous reste, c'est la traçabilité des animaux. Nous sommes en train de travailler pour une traçabilité des petits ruminants. Nous avons déjà atteint nos objectifs pour la traçabilité des grands animaux. On travaille aussi sur la traçabilité des animaux. Très bien. Abdelrani Chazi de l'ONSA, merci beaucoup. Merci à Naji Al-Kibi, pharmacienne, Karim Ouali, médecin nutritionniste, Abnijid Belech, analyste des marchés pharmaceutiques, Wasfi Bouaziati, vétérinaire, président du Conseil régional nord-ouest de l'Ordre national marocain des vétérinaires, Ali El-Harichi, docteur vétérinaire, et Sadi Moutaoukil, présidente du Conseil régional sud de l'Ordre des pharmaciens d'officine. Merci donc à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Tout de suite, place aux après-midi Tentation, c'est jusqu'à 18h. L'île Nuit Magique, c'est de 20h à minuit, en compagnie de Karim Alam Boucher. Excellent après-midi à toutes.